Uh, yeah. Salut les triathlètes, c'est Armano. J'espère que vous êtes en pleine forme et que l'année 2025 a bien commencé. Alors vous l'aurez compris, dans l'équipe, celui qui fait l'introduction des épisodes n'est pas celui qui a animé ou co-animé l'épisode du jour. Et d'ailleurs, pour commencer 2025, on vous propose un nouveau format d'épisode puisque j'aimerais vous présenter, sous forme de hors-série, un épisode enregistré par Charlie lors d'un live proposé par OpenTree. Aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel pour tout triathlète, comment prendre soin de son corps pour durer dans le sport et éviter les blessures, en particulier évidemment en triathlon. Pour nous éclairer, nous recevons Pierre Griffon qui est kinésithérapeute, ostéopathe depuis plus de 20 ans et triathlète passionné depuis une décennie. Avec Pierre, Charlie a exploré les astuces pour prévenir les douleurs sur le vélo, optimiser son confort et comprendre comment les bonnes pratiques peuvent transformer votre expérience, que vous soyez amateur ou confirmé. Il partagera aussi ses meilleurs conseils pour ajuster votre matériel, améliorer votre posture et développer des réflexes simples mais efficaces. Et avant de démarrer, je vous propose la ressource de la semaine. Tout simplement, elle casse le fameux mythe de la VMA. Les équipes d'OpenTree vous proposent de revisiter votre méthode d'entraînement et d'arrêter d'utiliser la VMA pour programmer vos séances d'entraînement. Allez, ça suffit, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous laisse écouter ce superbe échange entre Charlie et Pierre et j'espère que cela vous donnera toutes les clés pour pouvoir pédaler sereinement et performer en 2025 sur vos prochaines épreuves. Bon épisode et bonne saison à tous. Je démarre. Ce soir, on parle des apports de ce qu'est un kiné, ostéo, triathlète depuis plusieurs années. Je dirais même un peu plus de 10 ans, tu vas nous repréciser ça Pierre, peut nous apprendre à nous en tant que triathlète amateur, d'abord pour moins se blesser, pour mieux récupérer, pour éviter justement d'avoir à aller trop souvent chez un ostéo ou chez un kiné, et en gros, de prendre un peu plus soin de son corps de manière proactive et de s'assurer de la longévité dans notre sport. Juste avant de présenter Pierre, je fais une petite présentation d'OpenTree si vous nous regardez sur YouTube. Je m'appelle Charlie et je suis le créateur d'OpenTree. Depuis 2016, avec OpenTree, on a une mission, c'est d'aider les triathlètes amateurs à réaliser leurs objectifs sportifs. Et on fait ça grâce à un programme d'entraînement qui vous accompagne toute l'année, qui est personnalisé sur vos objectifs, vos intensités, votre expérience, et qui a pour objectif de vous faire terminer votre prochain triathlon d'une part avec le sourire, mais aussi, si possible, en ayant battu votre record perso. Au-delà de ça, on a aussi une communauté d'à peu près 11 000 triathlètes aujourd'hui. On publie beaucoup de conseils, de guides sur notre site. Donc, si vous ne nous connaissez pas, je vous invite à aller visiter les liens dans la description de cette vidéo YouTube. Vous nous retrouverez et vous retrouvez principalement un peu tout ce qu'on est capable de vous proposer aujourd'hui. Ce soir, je suis très heureux d'accueillir Pierre. Pierre, tu es un membre de la communauté, mais tu es surtout kiné ostéo. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, Pierre? Bonjour, donc je m'appelle Pierre Griffon, je suis aussi effectivement un membre de la communauté OpenTree. Je suis kinésithérapeute et ostéopathe depuis 20 ans maintenant et triathlète passionné depuis une dizaine d'années après avoir touché à quelques autres sports avant, mais bien dans le triathlon maintenant. Et voilà, je suis très content d'être là. Merci à OpenTree de me recevoir. Ça a commencé comment ton histoire avec le triathlon, Pierre? Ça a commencé... Ça a commencé par que j'aimais bien le vélo, cyclo-sportif, cyclotourisme. Puis un jour, mon frère m'a branché sur le marathon. Donc, on s'est course à pied. Puis après, il ne restait plus qu'à aller à la piscine. Ok. Et ça a pas été le plus dur d'aller à la piscine comme la plupart des triathlètes qui débutent? Ah ben, je suis parti de zéro. Mais ça s'est bien fait. Et non, c'est pas le pire actuellement. Donc, Ok, super, super. voilà. Et donc, triathlète depuis une dizaine d'années et kiné ostéo depuis toute ta vie, tu as toujours fait 20 ça? ans, voilà. Ben, non, voilà, ça dépend de ma carrière qui commence à faire. Voilà, j'ai un peu de Ok. temps passé. Et dans ta pratique au quotidien, tu t'es plutôt
as essayé de te spécialiser sur les sportifs. C'est un sujet qui te plaît, le croisement entre le Bien sport sûr. et… J'ai suivi beaucoup de sportifs de tout type de sport parce que j'ai même commencé avec des rugbyman à la base, donc on en est loin maintenant. Du tennis, course à pied toujours, vélo forcément, triathlon aussi. Je pense que ma pratique attire aussi parce que les gens savent forcément que je connais un petit peu le sport. Et puis voilà, ça a toujours fait partie de ma patientèle. Et puis après moi j'ai une petite spécialité entre guillemets avec le dos, mais le rachis en général. Mais voilà, mais comme de toute façon on a besoin de son dos dans tous les sports, ça aide aussi. Ok. Et toi, tu es triathlète plutôt sur quel genre de distance, avec quel objectif? Ben, j'aime bien le longue distance. Le, voilà, je fais des L ou des XL ou des fois même plus si affinité avec un peu de relief, tout Ouais. ça. Et voilà, Ironman ou Embrun ou l'Ultraman, c'est des choses par lesquelles je suis passé avec grand plaisir. Ok. Génial. Et Génial, comme génial. objectif, finir. Me Ouais. faire plaisir, que ça se passe bien avec le moins de douleur possible, à commencer par sur la machine, sur laquelle on passe un Ok. sacré moment et un sacré temps à l'entraînement et le jour de la course. Ouais. Donc, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est finalement la répartition des conseils que tu vas donner ce soir. C'est un peu la répartition des disciplines en triathlon. Ça va être 50% Voilà, de vélo et un peu du reste. voilà, Ok. exactement. Super. Écoute, on est ravis de te recevoir parce que, alors, pour tout dire à ceux qui nous suivent ce soir, nous, on se connaît depuis pas mal d'années maintenant parce que, en fait, quand moi j'ai commencé à chercher un ostéo autour de chez moi, assez vite ton nom s'est dégagé. Il y a plein de monde dans le monde du triathlon qui te connaissait, qui m'a recommandé tes services. Et du coup, bah, je suis super heureux de t'avoir là ce soir. On va pouvoir discuter de tous ces sujets. Euh, Petite surprise à la fin, sur laquelle je dévoile un peu quelques trucs. Pierre a accepté aussi gentiment de devenir notre référent kiné ostéo au sein d'OpenTree. On vous en dit plus à la fin de ce live, mais il y a des trucs qui devraient vous intéresser parce que Pierre a décidé de mettre un peu de sa disponibilité aussi pour accompagner les sportifs de la communauté. Les sportifs qui sont coachés viennent au service. Et je pense que ça peut vous intéresser. On vous présente tout ça à la fin du live. Et j'espère que cette collab avec Pierre permettra aussi d'abord via ce live de vous donner quelques clés pour un peu mieux se soigner, un peu mieux prévenir les blessures, et puis vous permettra d'aller plus loin si vous voulez creuser le sujet avec Pierre. Pierre, ce soir, de quoi on va parler? Qu'est-ce qu'on a au programme? Comment est-ce que tu as construit un peu la manière dont toi tu considères tes apports de kiné et d'ostéo par rapport au sport d'endurance qu'est le triathlon? Eh bien, ce soir, je voudrais vous parler un petit peu des gènes et des douleurs qu'on peut avoir sur le vélo. Le but, c'est un petit peu de comprendre ces gènes, pourquoi est-ce qu'elles peuvent arriver, et de mettre en œuvre des techniques, des petits mouvements, des choses très simples de la vie de tous les jours, ou même pendant une épreuve, notamment en longue distance où on reste quand même longtemps, et qu'on sent que ça commence à tirer, de faire des petites choses, des petits mouvements qui vont nous permettre d'être le mieux possible sur notre machine. Et quand on comprend à quel point c'est pas si compliqué que ça aide beaucoup à savoir et à analyser la douleur et de se dire est-ce que c'est une bonne douleur, une mauvaise douleur, comment je dois réagir à ça. Et je vais essayer de vous donner des petites pistes. Ouais, ok. Donc le live de ce soir, il sera concentré plutôt sur le sujet du vélo. Naturellement, avec Pierre, on sera amené à le recevoir de nouveau et puis à discuter des autres disciplines. L'idée, c'est de commencer avec celle qui nous occupe le plus de temps en triathlon et encore une fois de faire quelque chose qui est très pratique, qui vous permet de repartir dès ce soir avec des conseils et des bonnes pratiques pour justement soulager la douleur, prévenir les blessures et puis si ça peut en plus induire un gain de performance, on va le prendre aussi, je pense, hein. Tout le monde sera ravi. Par quoi tu veux commencer, Pierre? Est-ce que tu as des éléments à nous Déjà, donner pour démarrer la discussion? juste une petite introduction simple par rapport à ça. Avant de parler de douleur, je pense qu'il faut quand même rappeler que le choix d'un vélo ne se fait pas par hasard. Ça sert à rien de prendre un vélo faut être objectif sur ses capacités, sur ses raideurs, sur l'âge qu'on peut avoir, et j'en fais partie, sur ce qu'on a envie de faire avec ce vélo aussi.
Et il ne faut pas choisir un vélo au hasard, ni le type du vélo, et bien faire attention, bien sûr, la taille du vélo, c'est capital. Voilà, ça, on peut tourner tous les exercices qu'on veut. Si on n'a pas la bonne taille, ça n'ira jamais. Il faut bien se le dire. Et c'est pas parce qu'on a trouvé une belle occasion qu'il faut aller se jeter dessus. Si on est un peu entre deux tailles, non, non. Faut essayer, faut vraiment être bien. Et je recommanderais largement les études posturales qui sont faites par des professionnels qualifiés, qui vont vous donner un prototype, on va dire, qui reste théorique, mais de comment vos réglages doivent être faits sur ce vélo par rapport à votre gabarit. Et ça, c'est quand même très, très, très important. Ouais, c'est marrant ce sujet. Il est intervenu justement aujourd'hui dans la communauté. On avait un sujet là-dessus, des témoignages, et ils ont été assez rapidement nombreux. Gens qui nous disaient, en fait, l'étude posturale, au début, je pensais que c'était un peu de l'argent jeté en l'air et que je savais pas trop ce que j'allais pouvoir apprendre. Et qu'en fait, à la fin, quand je ressors de ça, je me rends compte que avoir une bonne position sans même changer de vélo, c'est déjà primordial, et on gagne en confort, mais aussi en performance. Absolument. Et le confort, je veux dire, indépendamment d'aller chercher après une position peut-être plus aérodynamique, plus sportive, plus agressive, un vélo, on doit s'asseoir dessus, on doit tout de suite être bien, comme un canapé. Tout le monde doit pouvoir faire une sortie en zone 1, début de 2, de plusieurs heures en étant dans le confort absolu. Ça ne doit pas tirer, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Donc là, vraiment, ouais, ce mot d'introduction part de à vélo. Le truc déjà le plus important, c'est de se poser la question du matos et de choisir le bon matos, Voilà. adapté à la pratique et qu'on adapte ensuite sa position sur le matériel. Mais en fait, tout ça, Absolument. c'est un choix qu'on fait en même temps, quoi. C'est-à-dire que on choisit un vélo sur lequel on sait qu'on va aussi avoir un éventail de réglages possibles pour être en accord avec sa pratique. Et là encore, j'imagine que entre quelqu'un qui fait de l'Ironman et qui va passer 7 ou 8 heures sur son vélo parce qu'il y a un peu de D+, ou parce que c'est un peu son point faible, il n'a pas les mêmes contraintes que quelqu'un qui a 20 ans, qui va faire uniquement du S en format avec drafting et qui va avoir besoin Absolument. d'autres choses. Absolument. Et c'est important de comprendre qu'à la base, on n'est pas dessiné pour être sur un vélo. Euh, le but de tout ça, ça va être de trouver un équilibre entre ce que notre corps va tolérer et d'agréable, et ça doit rester confortable, toujours, j'insiste vraiment là-dessus, et sur cette position que nous demande d'être en vélo. Et donc, choisir déjà un vélo confortable, ça me paraît la priorité. Ensuite, on vient chercher, voilà, plus sportif, plus performant si on veut, plus raide, plus rigide. Et effectivement, c'est pas du tout le même vélo selon ce qu'on est et ce qu'on a envie de faire comme épreuve. Ok. Donc là-dessus, peut-être le mot, c'est aussi d'être à la fois, je veux dire, humble par rapport au matériel qu'on va choisir. Alors, sans vouloir faire de clichés, mais on a souvent l'image du triathlète qui va beaucoup miser sur le vélo, qui va parfois même un peu surinvestir sur le vélo plutôt que sur le reste. Et puis d'être aussi objectif avec ce qu'on veut faire, et que c'est pas toujours le dernier vélo à la mode ou le choix absolu du vélo de contre-la-montre qui est toujours le meilleur. Non, Un truc non, à- parce qu'on doit rester dans quelque chose d'agréable et c'est capital. Et après, on y arrivera peut-être dans un deuxième temps, et surtout, ce sera progressif, parce que même avec déjà avec chacun, c'est des on prend deux personnes qui ont les mêmes mensurations, qui vont ressortir avec le même vélo, avec les mêmes objectifs, voilà. De toute façon, il y aura déjà des différences sur les raideurs articulaires qu'il peut avoir, les points forts musculaires que l'autre peut avoir. Ne serait-ce qu'un dos, quand vous regardez un dos, vous avez des gens qui ont des cambrures, des courbures qui sont très marquées, d'autres qui sont assez effacées. Et ces deux personnes, elles n'auront pas la même façon de pédaler. Donc, rien que ça, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et à améliorer. Tu parlais du confort et du fait de se sentir bien dès lors qu'on monte sur un vélo. Est-ce que le confort, c'est raisonnablement un objectif quand on va faire des épreuves de 6, 7, 8 heures? Est-ce que c'est un truc, enfin, est-ce que réellement on peut espérer avoir un confort sur des durées aussi longues, ou est-ce qu'il y a un moment où on va tomber un peu dans la contrainte et il va falloir s'adapter? Alors, notre marge de tolérance, bien sûr, quand on est, comme je disais, sur une sortie balade, zone 1, tranquille, zone 2,
il doit y avoir du confort. On n'est pas dans une position agressive, aéro, à ventiler fort. Voilà. Quand on fait du longue distance en position un peu plus sportive, à ventiler plus fort, avec des muscles qui fatiguent, etc., bien sûr qu'au bout d'un moment, ça va commencer à tirer. Mais on va essayer de trouver, je vais essayer de vous donner des pistes justement sur, selon les zones où ça tire, comment est-ce que vous pouvez essayer de réagir et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en fait dès le début de votre vélo pour prolonger cette aisance le plus longtemps possible. Ok, j'ai vu que dans les petites notes de préparation de l'épisode que tu m'avais envoyé, tu avais plutôt organisé ça par zone du corps, en Oui, gros de haut en bas, mais on va en quelques oublier. conseils pour toutes les autres. J'ai l'impression qu'on va jouer à Docteur Maboul ce soir. On va commencer avec Voilà. le haut, avec la tête, et puis on va descendre au fur et à mesure. Donc, Mais si après il y a des questions, on pourra essayer. C'était un peu, puis s'il y avait des questions justement, de pouvoir organiser un peu par zone. Sachez qu'on va partir du haut, on va redescendre. Donc, si quand je vous parle du coup, vous avez des questions sur le pied, ça va venir. ok, Voilà. très bien. En gros, c'était un peu ça. Alors, on commence par où On pour va commencer au commencer plus par les haut? cervicales. Les cervicales, bon, c'est un truc très important. Beaucoup de personnes ont mal aux cervicales et j'ai envie de dire que quand ça commence à être long, c'est souvent l'endroit qui va commencer à être douloureux. Nos articulations, elles sont pas faites pour rester de toute façon en statique sans bouger. Donc plus on va avoir une position, ce qu'on fait au triathlon, hein, aérodynamique, avec une belle posture, concentré sur son effort, on regarde son compteur, ses watts, voilà, on bouge pas. Plus à un moment, on va induire forcément des douleurs parce qu'il y a toujours les zones qui sont en même contrainte et normalement nos articulations, elles ont besoin de lâcher, d'un jeu de pression, lâcher, relâcher, et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui est très mauvais en général pour les cervicales, ce qu'on va avoir du mal à supporter, c'est l'hyperextension, c'est-à-dire, je me mets de profil, hein, faut me dire si ça rend à peu près, mais d'être comme ça. C'est-à-dire que sur son vélo, on est en avant, d'accord? Voilà, ça, c'est quelque chose que le corps va avoir beaucoup de mal à supporter. Alors, Ok. quelqu'un qui est très souple, bien sûr qu'il va supporter beaucoup mieux cette position que celui qui déjà a du mal à regarder le plafond. C'est sûr que si vous sentez que vous avez déjà du mal à regarder le plafond, allez pas chercher tout de suite. C'est possible de s'améliorer, ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas chercher tout de suite des positions où on va être déjà avec une syphose marquée et la tête complètement relevée. Après, ça peut être géré s'il y a vraiment des douleurs qui viennent trop souvent, alors qu'on a un bon réglage, le bon vélo, tout ça. Il faut regarder les problèmes de cou. Il peut y avoir plusieurs sources à ça. Ça peut être, mais qui sont voilà, assez connues. Bien sûr, c'est l'avancée, le recul avancé du. Souvent, on a un guidon qui est un peu trop en avant. Bon. Il va falloir reculer un peu le poste pour redresser un peu et avoir moins d'inclinaison. De mon expérience, moi, souvent, juste reculer la potence, c'est quelque chose qui marche bien. Sans chercher à tout changer, le drop, c'est-à-dire la différence qu'il peut y avoir entre la hauteur de selle et le bac du guidon, qui est quelque chose qu'on a plutôt bien réglé normalement chez le vélociste. Mais lui, il a des potences types, il règle ça par rapport à ça. Et voilà, un petit raccourcissement de potence, ça va vous aider à être plus à l'aise avec vos cervicales si vous êtes par exemple un peu raide ou quelqu'un qui avait des exagérations de courbure, des courbures assez marquées naturellement. Par rapport à ça, depuis quelques années, on a l'impression que globalement, alors chez les pratiques des pros et puis ça se décline de plus en plus chez les amateurs, on a de moins en moins de drop entre la selle et le repose coude, Oui. repose bras. Il y a des années où on avait des drops immenses et on avait des gens qui étaient totalement allongés sur leur vélo. On est un peu revenu de ça et on a moins de drop entre les deux. Ça, physiologiquement, en termes de placement, comment ça se... Alors, je pense qu'il y a deux choses à ça. D'abord, il y a une question de respiration. C'est-à-dire qu'on va pouvoir pousser beaucoup plus fort si on est un peu plus relevé. Souvent, ce qu'on voit chez les professionnels, ils font. Alors, on va parler. Il y a le Tour de France et puis il y a le triathlon et le longue distance. Mais ça a été flagrant sur le Tour de France, par exemple. C'est des contre-la-montre, ils sont à fond pendant des durées beaucoup plus courtes que ce qu'on peut trouver dans le triathlon, même moyen ou longue distance. Euh, et ils vont pousser très fort là, avant. Ils vont chercher à ventiler très fort. Donc, ils veulent être dégagés au niveau ici intercostal. Ça, c'est quelque chose qui est important pour eux.
Ensuite, il y a la hanche, c'est-à-dire qu'il y a un moment, si on est trop penché en avant, il faut faut vraiment une grande souplesse de hanche, mais on est dans un secteur musculaire qui est peut-être pas le plus puissant. Ok. Ça, c'est une notion qui est importante aussi à avoir, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer du jour au lendemain les habitudes musculaires qu'on a. Si on est très puissant sur une angulation musculaire, c'est celle-là qui sera la meilleure. Et avant que ça se décale, ça va se faire que très progressivement. Ok, très bien, c'est très clair. Je prends une question puisqu'on en était sur le point des cervicales, avant que je t'interrompe. Christophe nous demande, j'ai des douleurs au cervical, est-ce que le dénivelé, ça peut être un facteur sollicitant? Normalement, non. D'accord. Normalement, non. Ça peut, c'est pas, en tout cas, c'est pas logique mécaniquement. Le dénivelé, je dirais que c'est plutôt descendre, puisque on va se retrouver dans une position plus inclinée. S'il y a quelque chose sur le dénivelé, il faut peut-être voir ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une raideur? Ça, c'est aussi une notion qu'il faut avoir, qui est vraie pour tout, mais surtout pour le dos. C'est quelle est la vie là de Christophe tous les jours. S'il est assis à son travail tous les jours devant son ordinateur, que tous les jours il a la tête qui part en avant, quand il va sortir faire du vélo, ses cervicales, ça se cumule tout ça. Et à un moment, elles en ont marre. Donc ça s'exprime au moment du vélo, mais peut-être que c'est pas le vélo. Peut-être que c'est une raideur qu'il a et qu'en assouplissant ses cervicales, lui en ouvrant, voilà, il y a plein d'exercices possibles, imaginables. Faudrait voir Christophe proprement dit, mais voilà. Peut-être que ça va suffire à avoir une meilleure tolérance. Mais c'est vrai que le dénivelé, normalement, ne doit pas augmenter les douleurs cervicales. D'accord, ok, c'est très clair. Sur cette partie donc cervicale, j'imagine qu'il y a des choses qu'on peut préparer en amont pour permettre d'être un peu plus Je souple. dirais que Je sais c'est pas si c'est le bon terme. en amont, bien sûr, cette souplesse à avoir. Je reviens sur l'histoire de Christophe, je pense aussi à quelque chose. Il y a peut-être sa cadence de pédalage qui peut jouer. On va en reparler au niveau des lombaires. Mais ça peut être un facteur sollicitant pour les cervicales, pour le dos en général. Si la cadence est plus faible, on va appuyer plus fort. Je vais exagérer, mais en gros, ça, c'est un mouvement que les cervicales, là, vont pas aimer. Par rapport à du plat, où on va être beaucoup plus sur une cadence plus facile, où on sera beaucoup plus immobile. Mais ce mouvement, même si c'est très, là je l'ai exagéré, mais même si c'est très retenu, qu'il y a un petit mouvement de cadence qui commence à être lent et un tout petit mouvement comme ça peut jouer par rapport au dénivelé. Excuse-moi, tu me disais. Je te disais, justement, pour ces soucis au cervical, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour se préparer? Et est-ce que tu as des conseils aussi après pour pendant la course si on sent que des douleurs comme celle-ci arrivent? Pour se préparer, le renforcement des cervicales est important et c'est pas à négliger dans la préparation physique générale. Il y a des exercices d'auto-grandissement, il y a des exercices où on peut contre un mur venir pousser, voilà, que ce soit à l'avant, que ce soit à l'arrière, des choses qu'on trouvera assez facilement, mais un renforcement, un gainage musculaire des cervicales assez classiques vont aider. Les muscles les plus importants qu'on va solliciter pendant la course et qu'on a tendance à oublier de solliciter pendant la course, et souvent qui, au fur et à mesure des heures, font que ça fait mal, c'est l'autograndissement. Donc, s'il y avait un seul exercice à faire spécifique au vélo, pour moi, c'est vraiment l'histoire de l'autograndissement. D'aller chercher à s'autograndir. Il y a des exercices qu'on peut faire d'ailleurs, chez OpenTree, ils vous proposez des exercices de préparation générale avec des élastiques. Voilà, qui sont très bien pour la natation notamment, etc. Cet exercice, on va venir chercher à serrer ses omoplates. Mais si on le fait à chaque fois, cet exercice, en s'autograndissant, reculant la tête, ouvrant bien le sternum et en plus en allant chercher à serrer les omoplates, ça va gainer ici énormément. Et c'est une position qui est très intéressante quand on est sur le vélo, dès le début. On a tendance, c'est vrai, à se mettre dans cette position un petit peu de recherche d'aérodynamisme, qu'on soit même sur un vélo, même sans être forcément avec les prolongateurs, on va se baisser, on a une recherche de position plus sportive, plus agressive, etc. Et cette recherche d'aérodynamisme va faire que des fois, on rentre la tête comme ça, on se ferme.
Et on est à l'opposé de cet autograndissement. Ça, c'est une notion. Si dès le début, on se dit, il ne faut pas que je laisse ma tête rentrer, je laisse ma tête sortie comme ça. Ça, surtout sur le longue distance, ça va beaucoup, beaucoup aider. Ça, c'est pareil, on voit typiquement sur le Tour de France, et en plus, on sait pertinemment que les coureurs, plus ils sont capables de baisser la tête, de la rentrer, etc., ils ont un meilleur aérodynamisme. Mais on parle d'un contre-la-montre qui va durer entre 10, 20 minutes, allez, maximum 40 minutes. Et ça, c'est une notion qui est importante. Il ne faut pas comparer, même à ce très haut niveau, ce n'est pas comparable. Ok, très bien. Donc, s'il y a un truc à retenir, c'est se grandir autograndissement et chercher dès le début de la partie vélo, je me tiens et je peux même faire quand je sens que ça commence à tirer, souvent ici là, voilà, je peux faire des tout petits mouvements qui vont pas gêner. C'est des mouvements statiques où on va aller chercher à s'autograndir tout en regardant les yeux. Ça, le regard, c'est quelque chose qui est important aussi pour les cervicales. Pour avoir une belle position aérodynamique et des cervicales qui sont bien alignées quelque part, il faut être capable aussi de lever les yeux. Celui qui a du mal à regarder la route en levant les yeux, il va tout le temps forcer sur ses cervicales parce qu'il regarde droit au niveau des yeux. Mais il faut être capable de, voilà, je vais me mettre bien dans la caméra, il faut être capable de regarder comme ça. Et la tête est en avant. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et on peut jouer. Alors, on ne va pas le faire pendant tout le temps, bien sûr, et puis on pense à d'autres choses, etc. Mais voilà, contracter et relâcher ses muscles, simplement contracter et relâcher ses muscles en statique, ça soulage beaucoup et souvent ça augmente largement notre temps de confort. Ok, c'est très clair. Sur cette partie cervicale, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux nous recommander ou est-ce que on a fait le tour? Comme pour les autres parties, j'y reviendrai. Ces petits mouvements, ces petites astuces, entraînez-vous à les faire sur les échauffements. Je vois qu'il y a un truc sur le home trainer. C'est les sorties longues où on doit, voilà, quand on va se faire 2 heures, 3 heures en zone 1 pour ceux qui font de la longue distance, des fois, on s'ennuie pas, mais presque, où on trouve le temps long. Et ben là, il y a des choses à faire. Et avec des petites choses comme ça, vous pouvez vous dire, tiens, je vais me faire 5 km avec des cervicales gainées, en belle position pour sentir ce que je vais faire. Et puis, je vais vous donner d'autres choses pour la suite. Ok. Cervical, c'est validé. Tous ceux qui avaient des maux, des douleurs au cervical, c'est bon pour vous. On passe à la suite. C'est quoi la suite si on descend un peu? Alors, quand je parlais des cervicales, on était déjà là. Bien, les douleurs au niveau dorsal, ici, ça rentre exactement dans tout ce que je peux vous avoir dit. C'est vraiment, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails biomécaniques, voilà, rachis supérieur, rachis inférieur, mais il y a 2 modes de fonctionnement, mais ça rentre, tout ça, ça va dans cette idée-là. On va essayer de rester simple. On va descendre au niveau des épaules, d'accord, parce qu'en triathlon, il y a quand même une spécificité par rapport au prolongateur. Ça peut être gênant au niveau des épaules ici, notamment ces muscles que vous avez là, à l'arrière des épaules, ici, d'accord? Ne vous faites pas mal. Je veux dire, ces muscles-là, c'est eux qui sont stabilisés, d'accord? Donc, l'écartement, des fois, c'est pareil, il faut savoir partir de prolongateurs. Quand vous installez pour la première fois des prolongateurs, des nouveaux, des choses comme ça, vous posez vos coudes, soyez confort. Petit à petit, vous allez, en plus c'est bien fait maintenant, vous allez pouvoir les resserrer. On a quasiment un demi-centimètre de battement et petit à petit, on va pouvoir resserrer. Parce que être très serré comme ça vient pas du jour au lendemain, quoi. C'est pareil, il faut être, sinon on va avoir des contractures ici qui sont pas possibles et ça va générer des gels qui peuvent descendre jusque dans les bras et même à remonter dans les cervicales. Donc ça, c'est un truc qui est important. Après, sur les épaules, généralement, il n'y a pas trop de soucis. Puis on a la chance au triathlon de pouvoir varier un peu nos positions, ne serait-ce qu'en prenant un bidon, voilà, ou en s'alimentant. Tout de suite, généralement, ça vient à soulager. Ok. On va descendre un peu plus bas, sauf s'il y a des conseils. Thomas nous disait que, alors, il avait des cervicales récalcitrantes et qu'en natation c'était un peu pareil, il était un peu bloqué des cervicales. Alors, c'est pas, En natation, on est d'accord. le sujet va être plus un manque de souplesse, généralement en rotation. On pourra faire on pourra faire un live sur le sujet. On prévoira, ouais, naturellement. On va pas laisser Allez, la on natation et la course à pied de côté. On prévoira ça rapidement. mais c'est différent du vélo, oui. C'est pas les mêmes genres faudrait voir ça. Ok. Les poignets, les engourdissements des mains, il y en a qui ont dû connaître ça aussi. Le poignet, clairement, il est fait pour être dans l'alignement de l'avant-bras. D'accord? Plus vous êtes cassé, plus il y a un moment où ça va finir par vous gêner. Là-dessus,
Si vous n'êtes pas bien sur votre vélo, que vous n'êtes pas capable de tenir les mains sur les cocottes au-dessus des poignées de passage de vitesse, c'est pas normal. Hein. C'est que le vélo, il faut reculer le cintre, il est trop avancé. Si vous êtes sur la barre du milieu ou même sur les angles, c'est pas normal. Vous devriez pouvoir être à l'aise et bien au-dessus de ces poignées de frein et les manivelles de passage de vitesse. Sur ces cocottes, c'est fait pour ça, c'est ergonomique. Donc ça, c'est important. Ok. Ensuite, là, il faut distinguer deux choses. Il peut y avoir des fourmillements, des engourdissements, c'est pareil. Peut-être que vous avez un terrain à avoir des compressions de canal, de nerfs, comme le canal carpien qui est connu. Mais il y a le nerf ulnaire aussi qui vient vous gêner sur le côté. Ça peut, voilà, c'est des choses qui peuvent nécessiter une consultation avec un médecin qui vous parlera, qui vous fera éventuellement passer un électromyogramme pour voir s'il y a une vitesse de conduction. Dans ces cas-là, votre marge d'erreur, elle est forcément réduite. Donc, quand vous allez rester longtemps, ça va être gênant. Il y a un autre point, c'est que ça peut venir de vos cervicales. Donc, si en essayant d'améliorer votre position cervicale, vous sentez que les fourmillements s'en vont, c'est que ça vient de vos cervicales. Ok, c'est très clair. Ouais, la douleur typique que moi sur laquelle je peux me projeter, c'est effectivement au bout de quelques heures de sentir que on a presque trop reposé sur les mains, qu'on commence à avoir effectivement quelques fourmillements dans les doigts et que ça nous incite à changer un peu de position sur le cintre. Il peut y avoir, voilà, alors on peut jouer avec entre les cocottes et la position sur les prolongateurs. Il faut varier. C'est sûr que si on a, en fait, une articulation de toute façon n'aime pas rester dans la même position sans bouger. Je peux vous dire que ceux qui ont fait Paris-Roubaix, ils ont mal aux mains. Ils le sentent bien, les fourmis, parce que ça tape. Ils sont obligés de tenir le cintre en permanence. Et qu'on ait un canal carpien, qu'on ait le vélo le mieux réglé du monde, ça fait mal quand même. Ok, ok. Là, il y a des choses aussi qu'on peut faire en préparation pour éviter ces douleurs-là. Oui, c'est un peu plus compliqué en préparation de ces assouplissements tout simples du poignet, mais aussi des chaînes. Alors c'est un peu toujours difficile avec la caméra, mais voilà, des chaînes musculaires, c'est-à-dire qu'on va venir ouvrir avec la main comme ça, tout en tournant un peu, voilà, la tête, et en allant chercher en avant, en arrière, comme ça, les zones qui vont nous tirer le plus spontanément et de les travailler. On sent très bien, et d'une journée à une autre, ça peut varier. C'est pareil selon votre travail. Celui qui est derrière le clavier, c'est plus facile, ses poignets sont moins dérangés a priori, en tout cas ses passages de nerfs, que celui qui est avec un sécateur toute la journée. Ouais. C'est aussi une notion qu'il faut avoir. Ouais. Ouais, la pratique vient toujours en surcouche d'une activité Exactement. professionnelle qui nous Il ne faut occupe. pas l'oublier parce qu'il y en a plein qui. Franchement, les trois quarts de mes consultations, c'est pas que le vélo qui est responsable du truc. Ouais. C'est flagrant en course à pied, ils adorent dire ah, vous avez mal au dos, il faut arrêter de courir, mais pas du tout. En fait, c'est parce qu'il y a un problème qui. On fera un autre sujet là-dessus. Ok, très clair. Sur les poignets, d'autres choses ou on passe à la suite? Il y a des questions, je crois pas. Non, je vois pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas si vous en avez. On va aller au lombaire, parce que là, il y a de quoi dire. Ok. Les lombaires. Bon, les lombaires, alors là, on est typiquement dans la posture pour laquelle on n'est pas fait. C'est-à-dire que autant les cervicales, on comprend bien qu'on a un creux, en vélo, il est un peu plus marqué. Bon, mais les lombaires, quand on est debout, il y a ce creux lombaire qui est cette lordose qui est propre à chacun. Il y a des gens qui ont une lordose qui est marquée, d'autres moins. Ça, c'est la forme de vos articulations. Il ne faut pas vous dire j'ai mal au dos parce que je suis trop cambré. C'est faux, c'est archi faux, c'est pas ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est même rarement ça. Le vélo, cette vilaine machine qu'on veut absolument utiliser, nous délordose. On est arrondi, on est en flexion. Et ça, c'est vraiment quelque chose de contraignant. Tous ceux qui commencent le vélo, en général, vous disent que ça pique un peu à ce niveau-là, même quand c'est bien réglé, etc. Donc, il faut avoir un vélo là vraiment pas trop dur, parce que plus vous êtes dans le vélo sportif, la recherche de voilà un vélo un peu plus agressif, la recherche d'aérodynamisme, plus vous allez jouer avec cette lordose. Deuxièmement, les lombaires, c'est très lié avec aussi la qualité de notre flexion de hanche. Quelqu'un qui a du mal à faire genou-poitrine, faut pas rêver, à chaque fois qu'il fléchit, ça lui tire sur le rachis lombaire. Donc c'est une notion qu'il faut avoir aussi, indépendamment des réglages qui doivent être bien faits au départ. Bien.
Donc, dans la position cycliste, ce qui est indiqué au niveau du rachis lombaire, c'est d'essayer, pareil, d'aller rechercher, comme j'ai pu le dire pour les cervicales, une sorte d'autograndissement, d'aller faire travailler nos muscles profonds. Si on fait travailler nos muscles profonds du dos, qui vont, alors bien sûr, vous n'allez pas, je ne connais pas de cycliste qui roule cambré, à part ceux qui ont très mal au dos, mais on ne va pas rouler dans la cambre, mais on tend vers, on va aplatir, on tend vers le plat. Mais le fait que quelques muscles restent, enfin quelques muscles, des masses entières musculaires restent contractées, et ça s'entraîne, ça de la même façon, le fait que ces masses musculaires restent contractées protège vos lombaires. Deuxième point, pédaler rond. Pédaler rond, ça veut dire j'emmène ma pédale quand je relève. Vous avez un muscle qui s'appelle le psoas, qui est bien connu, mais qui va vous aider à lever votre jambe sans tirer forcément fort sur la pédale. Soutenir votre jambe qui se lève. Ce muscle reste en contraction, donc il va contracter, relâcher un peu, mais pas complètement, contracter. Ça fait un gainage et des petits pompages au niveau articulaire qui permettent d'être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus longtemps. Ok. Donc il y a pas mal de composantes là-dessus qui sont pas forcément intuitives, qui peuvent intervenir sur des douleurs ou des gènes lombaires. Ouais. Sur les lombaires, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ce qui est pas. Donc, on est très arrondi souvent sur le vélo. Il faut que je me recule un peu, je pense. Voilà. Il faut essayer, voilà, de tendre vers ça. Ça, c'est important. Et pour tendre vers ça, ça va induire un peu ce qu'on va dire après derrière. Il faut savoir cette espèce de léger autograndissement. Il faut savoir un peu incliner la selle vers le bas. Ça, il y a plein d'études qui ont été faites. Quand on incline un petit peu l'avant de sa selle vers le bas, raisonnablement, les études, elles ont fait, on incline à fond la selle et on voit si les gens ont beaucoup moins mal. Oui, ils ont beaucoup moins mal, à 80%. Bon, c'est pas possible parce qu'il y a d'autres problèmes qui vont arriver aussi. Mais donc, on dit qu'une inclinaison, on va dire autour de, moi je dirais, entre 5 et 10 degrés, ça suffit. Hein. C'est une légère inclinaison qui va nous permettre d'emmener en fait notre bassin un petit peu plus dans une cambrure naturelle, cette recherche de position plus naturelle et permettre de mieux utiliser nos muscles lombaires. C'est très important. Donc, dans le gainage, on parle souvent du gainage pour le mal de dos, le renforcement musculaire des muscles du rachis, c'est capital. Capital. Vous pourriez, alors surtout en vélo, je vais vous dire, vous pourriez avoir des abdos complètement dans les choux, avoir des bons dorsaux, je peux vous dire que vous n'aurez pas de problème pour aller pédaler. Il n'y a qu'à voir des seniors bedonnants qui font des heures de vélo sans aucun problème, mais ils ont le dos souvent plutôt musclé et ils vont tenir sur la bécane sans problème. Hein. Est-ce que tu as des exercices un peu classiques? Parce que là, par webcam, ce sera pas facile à présenter, mais tu as des exercices un peu classiques qu'on pourrait recommander justement pour travailler cette partie? Pour se travailler cette partie, un truc très facile, vous vous collez contre un mur, les talons, les fesses, la tête vient coller. Donc là, il va y avoir vraiment un alignement complet. Et vous allez lever les bras en essayant de pousser le mur en arrière et de pousser les bras vers le haut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous contenter de juste faire ça, d'accord, de pousser en arrière, mais c'est bien aussi vers le haut. Donc les bras doivent venir toucher les oreilles et emmener en arrière en même temps. Là, vous avez un gainage, toute la colonne va venir gainer, et vous allez d'ailleurs utiliser aussi les muscles cervicaux, donc c'est très intéressant. Et les lombaires, toutes les érecteurs du rachis, qui s'appellent, tous les muscles vont se contracter. Et ça, c'est un très bon exercice, on ne peut plus simple. Et je vous conseille même, si vous avez mal après une sortie, une sortie de vélo ou du home trainer, vous faites quelques mouvements, vous verrez, ça peut suffire à faire passer la douleur. Ok, très clair. Je reprends juste un point pendant qu'on a la question. Christophe nous demande, ramener les cocottes vers le centre, est-ce que c'est une bonne idée? Tu sais, on le voit de plus en plus sur les vélos de course et principalement les vélos aéros. On ramène légèrement les cocottes vers le centre. Est-ce que ça, c'est une implication physiologique? Non, je pense que c'est une pure recherche, pour moi, c'est une pure recherche aérodynamique, c'est tout. Pas en termes de douleur ou de soulagement. Non, il n'y a rien du tout. Hein. C'est pour refermer. En fait, dans la recherche aérodynamique, le point le plus négatif, c'est ce qu'on a devant le thorax. Il y a une époque, il y en a qui mettaient des bidons à l'intérieur hein, pour
surtout qu'on est bien, surtout quand on est bien affûté. Mais grosso modo, quelqu'un qui a un peu de ventre, figurez-vous que ce creux-là, il remplit ce vide qu'il y a devant nous. C'est souvent là qu'il y a une grosse prise d'air. Donc tout ce qu'on va refermer, ces cocottes permettent de refermer, d'avoir les bras aussi plus rapprochés. On va mieux tolérer. Et je pense que c'est plus une question au niveau des épaules. On va mieux tolérer une position avec les coudes plus rapprochés comme ça, d'accord, que en ouvrant. Parce qu'à un moment, ça tire au niveau des épaules. Mais pas au niveau du dos. Ça, c'est aucune raison. Il marque cambrage. Alors, cambrage, je suppose que c'est sur les lombaires. Oui, il faut tendre vers ça. Alors, pédaler cambré, c'est pas possible. Hein. Il va y avoir des problèmes de périnée à un moment. On va en parler. Mais, on va en parler. Et voilà. Et il y a une autre chose aussi sur le. Oui, c'est de l'aéro, ça resserre les bras. C'est ça, Mathieu, ce que dit Mathieu. Il y a autre chose sur les lombaires que j'ai déjà observé plusieurs fois. J'ai eu le cas plusieurs fois. Un truc tout simple, tout est bien réglé, tout est nickel. Et bien, figurez-vous que c'est d'avoir une cadence de pédalage plus élevée. Si on a une cadence de pédalage plus élevée, les muscles vont plus facilement se gainer au niveau des psoas, au niveau des muscles profonds du dos. Donc, on aura moins mal. Ça rejoint l'idée que posait Thomas, je crois. Non, c'était Christophe sur le dénivelé, voilà. Okay. Et donc, j'ai eu plusieurs fois le cas. Vous changez de cassette, vous changez vous changez vos rapports, hein, que ce soit la cassette ou les. Et souvent, ça aide beaucoup pour avoir de meilleurs rapports avec une cadence qui sera meilleure. Et vous serez plus efficace avec bien moins de douleur. Et ça, c'est vraiment quelque chose, faut pas négliger ça. Ok, très clair. Là-dessus, des choses à ajouter ou on passe à la suite? Des choses à ajouter, oui, il y a des généralités sur la chaîne postérieure. Après, ça peut être très long hein, sur les lombaires. Hein. La chaîne postérieure est importante, d'être souple. Quelqu'un qui n'est pas capable de toucher, en se penchant en avant, de toucher ses doigts de pied, faut pas espérer faire de l'aéro plus quoi. Il y a un moment, faut travailler ça avant de commencer à baisser un petit peu de jouer un petit peu sur une position plus aéro ou plus sportive. Je ne rentrerai pas dans les détails. Après, les chaînes postérieures, ça s'étire en se penchant en avant ou allonger les jambes au mur. On essaye de se rapprocher de la verticale, de ramener ses pointes de pied vers soi. Ça, c'est des choses qu'il est utile de travailler pour mieux tolérer la position sur le vélo. Ok, c'est très clair. Voilà, non, après et en termes de, on va dire, renforcement musculaire, est-ce que j'ai besoin, est-ce que c'est que je n'utilise pas assez mes muscles ou je manque de force dans mes muscles? Il faut essayer de faire l'exercice du parachutiste, je ne sais pas si ça parle, ou Superman. Le but, vous mettez sur le ventre, vous décollez, on va dire, quelle que soit la position, les coudes et les genoux. Il faut être capable de tenir au moins 1 minute. Si vous êtes en dessous de la minute, 2 minutes, c'est quand même mieux. Voilà. Okay. Et 3 minutes, ça commence à être bien. Mais voilà, celui qui n'est pas capable de tenir, qui reste sur 1-2 minutes, il faut renforcer. Moins d'1 minute, il est urgent de renforcer. Très bien, très clair, un exercice facile, on a juste besoin d'un tapis de sol. Voilà. Okay. C'est pas compliqué. Sur les lombaires, un dernier point que je répète, mais il est d'autant plus important. Quelle est votre posture toute la journée? Peut-être que vous avez mal aux lombaires parce que vous êtes assis toute la journée. Donc, restriction de mobilité de hanche, a priori, c'est possible. De la chaîne postérieure, vous êtes en flexion, vous retournez sur le vélo, toujours en flexion, les lombaires sont enroulés, je suis en flexion de hanche, le corps sature de cette position de flexion. C'est aussi quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Les articulations n'aiment pas rester toujours dans la même position. Encore une fois, on revient sur ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est que la charge, c'est pas juste la charge d'entraînement, c'est la charge de tout ce qu'on met dans la vie aussi, quoi, des contraintes qu'on peut apporter au quotidien via une position qu'on a au boulot ou via nos autres activités, quoi. Absolument. Ok, très clair. Partie lombaire, on a fait un bon tour. Partie lombaire, on est bien, je crois, non? Il n'y a pas d'autres questions sur la partie lombaire. Je vois qu'il y en a qui trépignent d'impatience pour descendre juste en dessous. Ah non, on a le périnée avant.
Ouais, Mais parce on que va venir, ça, Nicolas, on va venir au genou. On va venir au genou, c'est ouais, possible. parce que le périnée, le truc de la position aéro qui, au bout de quelques temps, nous comprime le Voilà, périnée, ça, c'est un truc qu'il faut exactement. trouver. Donc, Autant chez les hommes que chez les femmes, c'est un truc qu'il faut absolument. traiter. Alors, il faut savoir déjà faut pas avoir de tabou là-dessus. D'abord, les problématiques sont les mêmes chez les hommes que chez les femmes. D'accord? Il n'est pas normal d'avoir des douleurs. Les seules douleurs qui sont normales, c'est sur les tubérosités ischiatiques, c'est-à-dire les os du bassin que nous avons, parce qu'on reprend le vélo, on a rallongé les sorties, voilà, donc les points d'appui osseux, j'insiste bien, peuvent être sensibles pendant 2-3 sorties, après c'est fini. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Tout le reste, les irritations, ça me chauffe, voilà, de temps en temps ça saigne à moitié, tout ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il ne faut pas tolérer ça et il faut en parler. Je veux dire, vous avez ces 2 tubérosités sciatiques, tout le reste, c'est du muscle, c'est du tissu. Justement, très concrètement, tu conseillerais d'en parler avec qui? Avec son médecin généraliste, avec Oui, sauf s'il vous dit d'arrêter de faire du vélo, ça arrive. Ou changer de accusé. médecin si c'est le cas. Je sais pas. Voilà, bon, oui, mais enfin, faut en parler. Déjà, faut en parler, même ne serait-ce qu'avec d'autres personnes qui font du vélo, sur qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place avec ça. C'est pas normal. C'est pareil de ne pas sentir. Hein, je pense que ce soit fille ou garçon, on ne sent plus ses parties, etc. C'est qu'il y a un engourdissement et surtout que ça gêne même en termes de performance. C'est-à-dire qu'il y a des paquets vasculo-nerveux qui sont comprimés. À partir du moment où un paquet vasculo-nerveux est comprimé, les muscles ne seront pas recrutés ou vascularisés de façon optimum. D'accord, ok. D'accord? L'inclinaison de la selle, c'est quelque chose qui aide. Donc, on va incliner un peu la selle. OK? Comme j'ai dit tout à l'heure, pas trop, parce que sinon, si on se retrouve avec trop, alors évidemment, ça soulage. Hein. Si on descend un peu plus la selle, tout va bien. Sauf qu'on va se retrouver à glisser vers l'avant. Non seulement on a tendance à. Puis on veut remonter ses fesses vers l'arrière, ça, c'est pas terrible. C'est quelque chose qui commence c'est un peu trop à ce moment-là. Et la problématique d'emmener trop la selle vers l'avant, c'est que vous donnez du poids du corps vers l'avant. Donc, on va se retrouver, on va déplacer un problème de selle sur un problème qui peut arriver des poignets, de la nuque, un peu plus haut. Ouais, ouais, ouais. Il y a D'expérience, toujours. je valide ça, ouais. On sent l'expérience. On va basculer. Il y a toujours cet équilibre entre l'avant et l'arrière. J'ai la selle et mes lombaires, et j'ai après mes poignets et ma nuque. Et il va falloir toujours jongler pour trouver le bon équilibre entre les deux. Ok. Sur la selle, un petit rappel, des fois ça paraît idiot des fois quand on connaît, mais c'est quand même bien de le redire. C'est mieux d'être, c'est même conseillé d'être nu dans son cuissard. Les sous-vêtements, si vraiment ça vous dérange, voilà, c'est le plus fin possible. C'est le plus fin possible. Ce n'est que des surfaces de frottement en plus. Les cuissards sont faits pour ça. Et sur la selle en elle-même, je suis presque étonné que personne ne m'en ait pas encore parlé, parce qu'on me la demande souvent, celle-là. Moi, j'ai la question, hein, j'ai la question. Si personne ne la pose, moi, je l'ai. Donc, le cuissard, je peux vous dire qu'il vaut mieux, voilà, faut pas investir dans un beau cuissard, c'est pas une bête idée, plutôt que dans un vélo de dingue. Voilà. Ça, c'est de l'argent, ça vaut le coup de garder ses sous pour le cuissard. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sur la selle. Alors, sur la selle, aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable il n'y a pas d'unanimité sur les selles ajourées, les selles qui ne sont pas ajourées. Je vais même vous dire, sur les selles femmes, les selles hommes, femmes, c'est-à-dire souvent on a coupé le bec de selle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui peuvent se trouver très bien sur des selles femmes et des femmes qui peuvent se trouver très bien sur des selles hommes. Voilà, alors chacun il va de sa petite étude, de son petit machin, souvent avec beaucoup d'exagération dans un sens qui induit quelque chose, mais non, aujourd'hui il n'y a pas de consensus. Et c'est tout bête, hein. Plus la surface est grande, plus l'appui sur chaque point est mieux réparti. Donc l'ajouré qui libère, moi j'ai une ajourée, hein, personnellement, je ne suis pas en train de faire la promotion des selles non ajourées, mais l'ajouré qui libère n'est pas forcément adapté à chacun. Il faut prendre la selle où vous êtes bien. Si vous êtes bien sur un type de selle, vous ne bougez plus, vous avez la marque, et ce qui est le plus important sur la selle, et à mon avis la seule chose importante, c'est la distance entre les ischions.
ce que n'importe quel vélociste, normalement un peu sérieux, avant d'acheter une selle, il a dû vous en parler. Ils ont maintenant des mesures, c'est hyper simple. On s'assoit sur un coussin, on mesure les points ischiatiques, ce qu'on appelle la distance entre les ischions. On mesure ces points et on a sans problème la selle adaptée en termes de taille, de largeur. Attention, en termes de longueur, ajourée, pas ajourée. J'allais faire le lien avec ce qu'on disait en préambule sur l'importance d'une étude posturale. Normalement, si vous allez faire une étude posturale chez quelqu'un qui est à peu près sérieux, il va aussi vous faire tester différents types de selles. Absolument. Pour voir un peu ce qui vous correspond le mieux. Je pense que maintenant, tous les vélocistes, alors je ne suis pas spécialisé dans une marque ou une autre, mais je pense que toutes les marques maintenant proposent des selles. En tout cas, ça vaut vraiment le coup, si la marque ne le fait pas, de demander à essayer plusieurs largeurs de selles. Ça, c'est vraiment le point important, c'est la largeur. Parce que on n'a pas du tout les mêmes bassins. De toute façon, ça se voit quand vous roulez derrière quelqu'un, vous espérez qu'il a un bon gros bassin pour vous cacher derrière. Bon, eh ben, on n'a pas du tout la même chose. Donc, il faut... Okay. Ça c'est un point important. Mais attention, parce qu'une selle trop large va pareil, ça va comprimer. Une selle trop large va venir comprimer des paquets vasculo-nerveux. Vous pouvez avoir des engourdissements au niveau des pieds, au niveau des membres inférieurs. Voilà, des douleurs qui vont arriver. On va y venir, Nicolas, sur des douleurs qui arrivent plus bas au niveau des genoux, etc. Simplement parce que le paquet vasculo-nerveux est comprimé. Et un nerf sciatique qui est comprimé, il fonctionne moins bien. Donc, les ischio-jambiers, le triceps sural va fonctionner moins bien. Juste le nerf. Si en plus, il y a le vasculaire qui est comprimé, bah alors là, il y a tout qui fonctionne moins bien. Ok, donc finalement, petit budget sur un vélo complet, la selle. Mais par contre, c'est un truc qui est stratégique pour avoir du confort et de la performance, c'est sûr. Absolument. Ok. On va pouvoir descendre aux genoux, sauf s'il y a des questions. J'en vois pas. S'il y en a qui arrivent un peu après, je te les transmettrai, Pierre. Ok, très bien. Le genou. Alors, les douleurs de genoux, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de spécificité, on ne peut pas dire cette douleur-là, c'est dû à ça de façon absolue. Il y a des grandes idées qu'il faut garder à l'esprit et étudier quelle est sa problématique à soi. Moi, je vais vous en donner une exprès, puisque j'aime bien quand même ce thème-là. Quelqu'un qui est assis ou accroupi toute la journée, donc qui passe sa vie en flexion de genoux, si son sport c'est faire que de la flexion de genoux, il y a un moment, le genou, il en a marre. Ça peut être juste ça. Il a le super vélo, tout va bien, tout est bien réglé. Ça peut être que ça. Hein. Parce que les contraintes étant tout le temps aux mêmes endroits, au niveau des ménisques, on va pas faire d'anatomie, mais les tendons toujours dans la même longueur, etc. Il y a juste un ras-le-bol. Donc, il y a un manque d'équilibre. L'équilibre articulaire, c'est important. Il ne faut pas oublier qu'on est dessiné naturellement pour la marche. Notre genou, quand on marche, on le tend et on le relâche. On le relâche de 20 degrés. Hein. Allez, 30 si vous marchez un peu vite, mais ça va pas plus loin. Hein. Donc, le vélo, c'est pas du tout ça. C'est plutôt, on est à 20, 25, 30, et on repart, et voilà. Et on va chercher de la flexion. Et on est dans la vie moderne, quelqu'un qui est assis au bureau à 90, ou quelqu'un après, un carreleur, je vais prendre exprès, voilà, qui a une grosse contrainte sur les genoux, qui est accroupi. Il y a un moment, il peut y avoir juste un ras-le-bol du genou qui a besoin d'extension. Donc, quelqu'un qui est beaucoup assis, beaucoup dans la flexion, qui me dit j'ai mal au genou, moi, le premier truc que j'ai envie de regarder, c'est est-ce que son extension est correcte, est-ce qu'il n'est pas dans un genou qui est enfermé dans la flexion et qu'on a juste marre. Donc, quand il fait du sport, il y en a marre. Donc, ça s'exprime à ce moment-là. Ok, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, une articulation, c'est fait pour bouger, c'est fait pour aller un peu visiter tout un spectre de positions et d'angles, c'est bien ça? Absolument. Et les fins d'amplitude dans les deux extrémités sont importantes. D'autre part, on sait que avoir une selle un peu basse va nous mettre un peu plus en flexion de genou. Donc, il y aura plus de contraintes, je dirais, au niveau de la rotule. Toute cette chaîne-là, ça c'est sûr. Si on est plus haut, quelqu'un qui a des douleurs plutôt antérieures au niveau du genou, il faut aller chercher, et en tout cas, ça vaut le coup de tenter le coup, s'il a bien assoupli, il varie ses positions, etc. Mais quand je vous dis, c'est un demi-centimètre, 1 centimètre sur la selle, ça suffit. Hein. 1 centimètre, c'est déjà beaucoup. Hein. Ouais. Donc, déjà, si est-ce que ça change quelque chose ou pas? Ensuite, il y a la cale.
La cale va donner l'appui. Là, on va redescendre après avec le pied, etc. On va en reparler, mais la cale, globalement, moi, je vais vous dire clairement, ça n'engage que moi, encore une fois, mais de mon expérience professionnelle, plus votre cale elle est en arrière, mieux c'est. Globalement, à chaque fois ça marche, hein, quasiment. C'est les chaussures, alors les pousser à fond devant, c'est très bien, mais c'est ultra sollicitant. On a une instabilité. En fait, le genou, si la cale, on est très avec là c'est mon pied, on va dire, hein, je m'adapte. Ça c'est la cale de la chaussure. Voilà, si on est très en avant, là, il y a une instabilité du genou dans le plan frontal comme ça. Et ça, alors que plus si on est en avant, il bouge moins. Le genou, après, dans ce plan, justement, cette stabilité droite-gauche, il doit être dans l'axe. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Si on a un genou, ça on le voit sur des personnes qui sont en restriction de mobilité de hanche, pour compenser, je ne sais pas si ça va se voir, mais pour compenser, ils écartent un peu le genou comme ça. À chaque coup de pédale, ça part un peu comme ça. On le voit très bien chez des personnes d'un certain âge qui commencent à être un peu raides au niveau du bassin, le genou va venir s'écarter. Là, on aura des douleurs qui seront plus latérales. On en a tous un dans la sortie du dimanche, de celui qui pédale un peu sur l'extérieur. Ouais. Mais il connaît toutes les routes, lui. C'est ça qui est bien. Exactement, c'est souvent le même. Ouais. Okay. Donc voilà, douleur latérale, je dirais attention à la stabilité devant. Donc attention, est-ce que notre flexion de hanche est bonne? Est-ce qu'on n'a pas un petit défaussement? Mais il faut se regarder pédaler. Hein. Faut se dire que nos genoux doivent être un peu dans l'axe de nos coudes. Et des fois, quand on est très concentré chez le vélociste, c'est-à-dire ouais, je suis bien, j'ai la bonne position, impeccable. Le kiné il m'a dit je me tiens bien droit, impeccable, top, top. Et là, tout est bien. Mais avec la fatigue et les kilomètres qui s'allongent, à un moment, hop, voilà, moi, c'est personnel. Moi, j'avais tendance, et ça peut être qu'un seul genou. Hein. Moi, j'avais tendance à avoir le genou droit qui commençait à partir un peu. Et voilà, à partir du moment où j'ai fait attention, alors il y a la rotation interne de hanche qui peut être travaillée. Il y a la flexion de hanche. Ça, j'insiste, parce que si on a une petite gêne sur sa flexion de hanche, le genou va s'ouvrir très facilement. Voilà, et remonter un peu, je dirais remonter un peu la selle quand même. C'est rare d'avoir des selles trop hautes qui font des douleurs sur le côté du genou, genre, bon, ça existe, tout existe, hein, mais je le vois vraiment rarement, des douleurs de TFL comme chez le coureur à pied, avec syndrome de l'essuie-glace. C'est quand même vraiment rare. Souvent, le syndrome de l'essuie-glace, en fait, il est allumé par autre chose, la course à pied, d'autres choses, et sur le genou, bah, comme ça frotte, il se renforce. Ok. Beaucoup plus rare. Ok, très bien. Très très bien. Nicolas, si tu as d'autres questions sur le genou, ça a l'air d'être toi le spécialiste, n'hésite pas à les mettre dans le chat et puis on reviendra dessus. Pierre, d'autres choses, toi, sur le genou? Dernière chose, voilà, sur le genou, il n'y a pas que les quadriceps dans le vélo et des gros quadris. Très important, les ischio-jambiers, de faire du renforcement des ischio-jambiers. Franchement, c'est même important pour la stabilité du bassin, pour plein de trucs. Voilà, on ne va pas réouvrir encore d'autres portes. Mais, et ça, c'est pareil, les sorties dans les points qu'on peut avoir, dans ma zone 1, mon échauffement, etc. Je fais l'autograndissement au niveau du cou, je travaille les lombaires, est-ce que mon axe de genou il est bien? Tirez votre pédale, déclipez même vous pouvez déclipper vous déclipez la chaussure gauche par le pied gauche et pédaler, mais ça sert à rien de mettre des watts à fond, hein. Vous pédalez juste en restant avec un cardio tranquille, juste avec la pédale de droite, vous allez voir à quel point vous emmenez et vous êtes obligé de tirer, ça va vous faire travailler toute cette chaîne, ça va la réveiller, vous allez la connecter un peu dans votre mode de pédalage. Ça, c'est important, la technique de pédalage, en fait. Hein. C'est important sur beaucoup de choses et ça joue aussi énormément sur le dos. Énormément sur les lombaires, c'est important aussi, ça. Quelqu'un qui a mal au dos, d'avoir cette technique de pédalage, d'être conscient de ces muscles qu'on a qui peuvent ramener la pédale pour repousser. C'est pas que les grosses cuisses de grenouille. Ok. Ouais, et puis si vous suivez nos programmes d'entraînement, soyez prêts parce que ça arrive cet hiver sur la technique à vélo. Alors nous, on le fait plutôt sur Home Trainer, mais vous allez avoir droit à quelques sessions où vous allez déclipper une pédale puis l'autre pour apprendre aussi à pédaler rond. Ouais, mais ça, franchement, pédaler rond, c'est un truc hyper important et sous-estimé même dans plein de douleurs. Quand on arrive, voilà, les cassettes sont faites aujourd'hui un peu pour monsieur tout le monde, autant pour ceux qui vont sur le plat et en montagne. Souvent en montagne, on a une fréquence qui est beaucoup plus lente que ce qu'on fait d'habitude et on pédale moins rond. Donc le temps d'appui est plus fort. C'est une grosse pression, on relâche, grosse pression, on relâche. Ça, c'est pareil, que ce soit sur le genou, sur les lombaires.
ça se joue. Sur les cervicales, ça peut y aller aussi, quoi. Ok. Deux petites questions. Thomas nous évoque une douleur juste sur le genou, limite pas de doigt. Est-ce que ça Oui. t'évoque quelque Alors, chose? ça peut être la patte doigt, oui. Ça peut être aussi le ménisque interne, parce que franchement, ils sont très très proches. Il y a même des fibres. Donc, il peut y avoir une histoire de ménisque. Là, spontanément, je lui parlerai. J'irai regarder du côté de la cale de vélo. Est-ce qu'il a bien reculé? Moi, je la reculerai, là, c'est sûr, pour être bien stable, parce que ça n'a pas de doigt. S'il part un peu en dedans à chaque fois, c'est pareil, ça peut partir en dehors, c'est le plus souvent, mais ça peut partir en dedans quand on n'a pas de problème de flexion de hanche. J'irai de ce côté-là. Ménisque, point d'interrogation. Ménisque, lui, ce qu'il ne va pas aimer, le ménisque, c'est la flexion constante. Si Thomas, il a beaucoup de flexion dans sa vie de genou, son ménisque, il en a juste ras-le-bol. Donc, ça va. Et il y a des fibres du ménisque qui vont aller jusqu'à la patte doigt. Donc, ça peut tirer un peu toute cette zone-là, juste parce que qui travaille son extension, sa fin d'extension de genou, et pas que la chaîne musculaire, ischio-jambier, pointe de pied ramenée vers soi, où on étire toute la chaîne musculaire postérieure, prendre juste son genou et le pousser. On est debout, on le pousse en extension et on pousse comme si on voulait qu'il aille se plier dans l'autre sens. Ça c'est, on va chercher cette toute fin d'amplitude articulaire et des fois elle manque. Et qu'il fasse, il fait ça une dizaine, une vingtaine de fois, un peu tous les jours, et ça va peut-être lui redonner un peu de degré de liberté. Son équilibre articulaire sera mieux respecté et ça va mieux accompagner le mouvement de flexion. Ok, très clair. Et pour terminer sur ce sujet des genoux, parce qu'on a encore quelques points à évoquer, je vois le temps qui passe, pour rejoindre la question de Nicolas, est-ce qu'il y a des choses à faire, question côté renforcement pour les genoux? Renfort, oui, je disais, il n'y a pas que les quadris, quoi. Ouais. C'est les ischios, la chaîne, s'il a un genou qui part, la chaîne latérale interne comme externe, c'est intéressant. Mais ischio, c'est les stabilisateurs de genoux hyper importants. Moi, je commencerai par ça, sûr. Des exercices d'ischio-jambier, il trouvera sur Internet. Enfin, après, on pourra faire des trucs sur les ischio-jambiers, mais il va trouver ça. Le tirer la pédale, ça va faire travailler les ischios. Mais c'est le truc le plus important, je pense. Ok. Après les genoux, il nous reste un truc à évoquer un peu plus bas. Voilà, on va arriver au pied. Je vérifie juste sur le genou si j'ai quand même Ouais. les anti-sèches, parce qu'au cas où j'ai oublié mais non, je crois que j'irai. Voilà, la cadence, on en a parlé. Bon, il y a oui, l'étirement, la chaîne postérieure, oui, c'est important. Bon, les étirements restent importants. Hein. Les étirements restent importants, surtout qu'ils peuvent vite être en restriction. Au niveau du genou, c'est ce que je disais. Au niveau du genou, on est en flexion. Il y a un moment, il faut aller étirer tout ça aussi. Hein. Ok, non, on a bien dit. Le pied, oui, le pied, on a parlé de la cale et c'est pour moi la cale trop avancée, c'est très 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 souvent le cas. Je suis pas convaincu dans toute la théorie sur le pied, la cale qui doit être pile poil sur la jonction avec le premier méta. Alors déjà, votre pied dans la chaussure, il est où le premier méta? Quand vous avez refermé la chaussure, point d'interrogation. Franchement, point d'interrogation. Honnêtement, d'avoir une cale plus reculée va vous donner plus de surface d'appui. Donc, moins d'engourdissement sur l'avant-pied, sur la tête des métals, hein, qui quand même, de toute façon, avec l'âge, on perd. En plus, on a une petite épaisseur là, de graisse ici qu'on perd au fur et à mesure de notre vie. Donc, de toute façon, autant l'économiser. Hein. Donc, si votre cale, elle appuie un peu moins par ici, où il y a des paquets vasculo-nerveux, il n'y a plus grand-chose, et un peu plus par là, c'est pas plus mal. Ça permet de mieux tirer, de mieux utiliser, voilà. Pédaler rond, c'est capital pour le pied. Celui qui a des gros problèmes de pied, il faut qu'il soit conscient. Alors, dans les exercices, peut-être que vous aviez déjà aussi prévu là tu me disais, il y avait des exercices de vélo qui allaient venir sur défaire la cale. Il y a un très bon truc que je trouve aussi, c'est d'utiliser sa cheville. C'est-à-dire que une cheville, elle doit travailler quand on pédale. Hein. On ne doit pas avoir un bloc. Sa cheville, c'est léger, mais ça va relever, ça va chercher. Le pied se relève légèrement, il va chercher, puis ça s'abaisse légèrement et ça emmène comme ça. C'est un vététiste qui parlait de ça. Vous voyez, pourtant, on pourrait se dire, il a le temps de réfléchir à ça. Et il disait à quel point c'était hyper important
d'utiliser bien sa cheville dans son pédalage, que c'était pas que au-dessus de la cheville avec une cheville monobloc. La douleur que ceux qui font tous du long connaissent, je pense, c'est l'engourdissement complet du pied avec un nerf en plein milieu qui fait un mal de chien. Voilà. Bon, il y a aussi un problème de congestion à un moment parce que c'est toujours la même zone qu'appui. On est en appui depuis des heures. Relevez, faites bouger vos orteils dans la chaussure. Un mouvement de je relève mes orteils, je relâche, je relève mes orteils, je relâche. Sinon, nos orteils, ils ont tendance à se crisper un peu. Là, je vais mal le faire, mais à être un peu comme ça, à se crisper, on appuie, on appuie, on appuie. Il y a un moment, tout ça, ça a besoin de bouger. Pensez à vos orteils. Pensez pas que le pied. Pensez à vos orteils. Pensez à votre cheville. Tout ça, ça doit être utilisé. Tout ça, ça doit tourner, ça doit être harmonieux. Ça a besoin de bouger à un moment donné. Bon, ça n'enlèvera pas les pieds dans l'eau froide qui font un bien fou quand on n'en peut plus. Ça marche à tous les coups, rien que d'enlever la chaussure. Sur la chaussure, il y a un truc important. Les gens qui ont des pieds forts, méfiez-vous de la largeur de la chaussure. Les chaussures, des fois, sont trop étroites. Hein. Donc, c'est pas facile, ça. Ça ne sert à rien de prendre la pointure au-dessus. Ça marche pas à tous les coups, ça. C'est vraiment, il faut péter la chaussure, j'en sais rien. Il faut trouver un truc. Mais la largeur, c'est comme la largeur de selle. Il ne faut pas négliger ce point-là, je pense, sur la compression. Après, il y a toute la partie podologique, semelle, pas semelle, mais il y a beaucoup de choses à faire avant. Il y a beaucoup de choses à faire avant. Après, s'il y a des pathologies, voilà, hein, névrome de Morton, un problème vraiment sur le nerf, il n'y aura qu'une semelle qui viendra rétablir un poids beaucoup plus au milieu du pied et moins pile poil sur le passage du nerf. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. En été, voilà, la forte chaleur, ça c'est infernal. Ouais. Je suis bien d'accord. Eh bien ça, c'est souvent la chaleur, le problème circulatoire, l'œdème. Et ça, typiquement, on enlève sa chaussure, on la trempe dans une fontaine d'eau froide ou le petit torrent qui passe par là, ça fait un bien fou. Mais pour limiter ça, utilisez plus la cheville, utiliser le soulevé de la pédale. C'est vraiment important. C'est-à-dire qu'à un moment, on sent que la plante de pied, elle vient, quand la pédale est à l'arrière, la plante de pied, presque elle touche plus la semelle et on relâche. Et ben cet appui je relâche, va faire circuler. Donc, va augmenter notre tolérance. Ok. Ouais, très simple à mettre en œuvre et ça permet de soulager aussi, effectivement. Au moins de tenir beaucoup plus longtemps. Ouais. Ouais. À un moment, faut avouer que ça, c'est un vrai point. Je connais pas beaucoup de monde au fur et à mesure des heures, notamment ce que dit Bruno. Je connais pas beaucoup de monde au fur et à mesure des heures et des longues sorties, même des gens qui ont l'habitude. C'est encore pire avec les semelles de carbone qui sont plus chaudes, qu'on passe ce problème-là, parce que je pense qu'il y a aussi un problème d'œdème en fait. Ça appuie. Mais pour limiter ça, appuyer, relâcher suffit. La pose du pied par terre et le relâchement sur des gens qui ont des béquilles, par exemple, suffit à induire une circulation. Je ne parle pas que de la circulation vasculaire, il y a aussi la circulation lymphatique. Et ça congestionne. Quand la lymphe s'accumule entre les doigts de pied ou sur ces zones ici, là, à un moment, les petits nerfs vont être congestionnés, ça va faire un mal de chien. Alors, on a l'impression qu'on a une aiguille ou un clou dans le pied. Ok. Bon, pas mal de boulot aussi à mettre en œuvre de ce côté-là pour les pieds qui finalement c'est pas forcément la zone sur laquelle on penserait le plus à des gênes ou des douleurs à vélo, mais il y a de quoi bosser aussi. Ah oui, prendre conscience de sa cheville, de ses orteils, de son appui, ça prend un peu de temps. Hein. Ouais. Toutes ces longues sorties en zone 1 vont être occupées maintenant par plein de choses à penser, c'est extraordinaire. Exactement, avec tous les exercices de pierre, elles ne dureront pas assez les séances de 5 ou 6 heures. Allez, vous faites 10 minutes de plus. Exactement. Super. Écoute, on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, Pierre, sur les pieds, ou est-ce que tu as des choses à nous partager en guise de conclusion? Non, en conclusion, moi je dis, voilà, s'il y a des choses principales à retenir, je dirais d'abord, c'est le confort. Ensuite, vous arriverez petit à petit à aller vers des positions progressivement, j'insiste vraiment sur la progressivité, ça se fait très très bien progressivement, vraiment sur 3 ans, on peut voir des gens qui vont complètement changer leur posture au vélo, mais voilà, ça se fait c'est plutôt 2-3 saisons, en étant progressif, en bougeant des petites choses, en prenant conscience de son corps,
on va arriver à une position plus aérodynamique, plus sportive. Mais le confort, c'est capital parce que s'il n'y a pas de confort, il n'y aura pas de performance. Je veux dire, il y a un moment, les watts qu'on gagne dans l'aérodynamisme, ils vont très très vite se perdre. Et alors encore plus si on fait du long. Encore plus si on fait du long. C'est de pire en pire même. Voilà. Je parle de ça parce que le triathlon, on a toujours cette tendance à aller chercher l'aérodynamisme qui est quand même encore plus compliqué que déjà de faire du vélo déjà classique. Faut pas se comparer à des gens qui roulent en peloton, ou en tout cas dans le triathlon, dans l'exigence qu'ils peuvent mettre, parce que quand on voit à la télé une course où le gars il part, je veux dire quand il part en échappée, il a aussi fait des heures dans le peloton où il n'était pas dans la même position. Donc il va se permettre une position où vous allez vous dire mais ouah, c'est beau, c'est fluide, c'est voilà, il tient un truc, je vais essayer de me mettre pareil, mais vous y arriverez, oui, 10 minutes, 15 minutes, puis à un moment ça va faire mal quoi. Et lui, non seulement il fait des heures d'étirement, de renforcement musculaire. Il est conscient de tout son corps à un point qui lui dépasse. C'est bien pour ça qu'il est à ce niveau-là, d'ailleurs. Et il ne fait pas que ça de sa sortie. C'est-à-dire, on le couvre, on le protège. C'est bien pour ça qu'il y a des équipes qui roulent cachées et qu'à un moment, quand il envoie. Il a une belle position aéro, voilà, qui est agressive, qui est sportive, qui est belle à voir et qu'on ne peut pas arriver à ça du jour au lendemain comme ça. C'est ça, je pense, qu'il faut retenir. Mais le confort doit être là. C'est pas normal d'avoir mal. Ouais. Et ça rejoint finalement un discours que nous, on tient sur plein d'autres sujets, plein d'autres composantes du triathlon. On y va progressivement et on pose les fondations avant de vouloir construire le reste de la maison, quoi. Et là, la fondation, c'est d'être à l'aise sur son vélo, de pouvoir tenir des heures sur des sorties faciles, sans douleur, sans gêne. Parce que au-delà de ça, comme tu le dis, Pierre, surtout sur longue distance, ça devient trop compliqué si on essaye de faire passer la performance avant le confort. Et puis ça gâche tout le plaisir. Enfin, je veux dire, là, il n'y a plus aucun plaisir. Il y en a qui vont d'ailleurs pas sur la longue distance parce que ça, ils disent, moi, passer 2 heures de vélo, ça me gonfle. Parce que, voilà. Mais bon, c'est qu'il y a des choses à travailler. Alors après, c'est plus exigeant. Voilà, il faut aller travailler ses points faibles en souplesse. Voilà. Et tenir compte de quelle est notre vie. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'on a comme contrainte articulaire dans sa vie? Moi, j'ai régulièrement dans mon cabinet des gens qui sont, ils sont en bureau, mais ils font que, entre guillemets, du vélo comme sport, même à un titre très très cool, hein, balade, etc. Et il y a un moment, les lombaires, elles en ont marre d'être assises sur du siège de bureau à la selle de vélo. Et il faut aller un peu dans l'autre sens. Enfin bon, là, on rentre encore dans d'autres choses, mais c'est aussi simple que ça parfois. Donc, faut bien analyser tout ça. Et après, sinon, il faut consulter un professionnel qui vous guidera personnellement. Génial. Bon, super. Merci beaucoup, Pierre, pour cette intervention-là.